Donc ce soir, nous allons parler d'un livre dont on a beaucoup entendu de bien d'ailleurs, qui a remporté un succès quasi incontestable, à vrai dire. Il a déclenché des passions positives, ce qui est assez rare pour être souligné. Et quasiment tous les lecteurs et lectrices avec lesquels on a échangé ont été unanimes. C'est un coup de cœur. Donc, ce soir, nous allons effectivement parler d'un livre qui a eu beaucoup de succès. Il est question d'un tableau volé qui a été retrouvé des années plus tard. Ce tableau, on découvre qu'il a été repeint et que sous ses couches de vernis et de peinture se cache une autre facette du modèle. Ce tableau de Klimt, c'est votre point de départ pour ce roman, Camille. Un roman qui est follement romanesque, où vous partez sur les traces de cet inconnu du portrait. Donc, bonjour Camille, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Donc, écoutez, nous, on est ravis. On vous avoue que chez les Five, votre roman nous a tenus aussi en haleine du début jusqu'à la fin. On a traversé les époques, voyagé de Vienne jusqu'en Amérique. Et ce soir, nous allons essayer de percer les secrets de cet inconnu. Et pour cela, je vais passer la parole à Florence et Isabelle. Isabelle, je te laisse Oui, démarrer. bonsoir à tous. Merci Camille d'être là. Alors, comme l'a dit Virginie, il y a un mystère de l'art qui plane sur ce tableau depuis 1910 et jusqu'à aujourd'hui encore. On a senti au travers de ces pages et des recherches, de l'ampleur des recherches qui donnent d'ailleurs toute son épaisseur à votre récit, vous avez eu une véritable fascination pour ce tableau. D'ailleurs, on peut même noter à la page 333 de votre livre que vous évoquez le fameux syndrome de Stendhal, qui est un trouble physique et psychologique qui peut être provoqué par une œuvre d'art. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez été victime du syndrome de Stendhal et d'où est venue cette fascination pour ce tableau? Qu'est-ce qui a engendré en fait l'écriture? Alors, non, j'ai pas du tout été victime du syndrome de Stendhal pour ce, enfin, jamais. Donc ça, c'est réglé. En revanche, je sais pas si on peut parler de fascination au départ. En fait, c'est la jeunesse du livre, c'est très simple. On m'a envoyé un ami m'a envoyé un article qu'il avait lu dans la presse qui racontait l'histoire de ce tableau perdu, volé, retrouvé, voilà. Et, enfin, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que les histoires de tableaux qu'on retrouve dans les sacs poubelles, les tableaux de Klimt qui sont retrouvés comme ça fascine tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très original comme fascination. C'est juste des histoires que les gens adorent, ces histoires de tableaux, voilà. Donc ça part de là. Et ensuite, c'est ce que Stephen King dit. Il dit que Stephen King a toujours raison, que un romancier, c'est pas quelqu'un qui a des bonnes idées, c'est quelqu'un qui voit beaucoup d'idées passer et tire à la courte paille en fait. Et la plupart du temps, on tire et il se passe pas grand-chose. On a les mauvaises petites pailles. Et il y a des moments où on tire et là, c'est la bonne. Et c'est vraiment ça ce qui s'est passé avec ce tableau. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de fascination. Alors, évidemment, après, quand vous passez 2 ans et demi à travailler sur une œuvre, vous l'aimez vous l'aimez comme si elle fait partie de vous, elle fait partie de votre vie, c'est évident. Et j'avoue que quand je l'ai vu pour la première fois, euh, c'est-à-dire que ça faisait déjà 1 an et demi que je travaillais sur le livre et que l'histoire était déjà très très bien avancée et tout ça, et que j'ai été au musée de Plaisance pour la voir en vrai parce que jusqu'à présent, je l'avais juste en petite carte postale au-dessus de mon bureau. Quand je l'ai vue en vrai, là, je me suis dit, oh mon Dieu, ce qu'elle est belle. Et elle méritait tellement, tellement, tellement qu'on l'aime comme ça et elle méritait tellement qu'on s'intéresse à elle. Et c'est vraiment une toile, si vous avez la chance d'aller à Plaisance, allez la voir. Elle est absolument magnifique. C'est un très grand tableau de Klimt. Elle n'est pas très grand en taille, ce qu'il fait 60 par 70, donc c'est vraiment pas énorme. Et c'est pas les toiles de Klimt que vous voyez à Vienne avec du doré partout. Elle n'est pas spectaculaire comme ça, mais elle a vraiment quelque chose. Elle a vraiment une chose très vibrante et très, très authentique. Donc voilà. Mais donc
l'histoire de la jeunesse du livre, elle est assez banale finalement. C'est juste une bonne idée qui passe comme ça dans la presse et je me dis, on va voir, ça ferait un bon sujet de roman, ce truc. Et plus je creuse et plus je me rends compte que j'ai eu du bol en fait. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et en plus d'avoir du bol, est-ce qu'on vous a fait remarquer, parce que alors moi c'est quand même quelque chose qui, enfin ça nous a interrogés, je suis pas la seule. Enfin, quand on regarde la couverture, ce tableau, on a l'impression de vous y voir. Enfin, Oui, il y a alors une en ressemblance flagrante entre ce tableau et vous. En fait, c'est parti de là. C'est-à-dire que l'ami qui m'a envoyé l'article de presse, lui, son œil avait été attrapé par l'article parce qu'il trouvait que je lui ressemblais. C'est comme ça. Il m'a dit, lis cette histoire, ça va t'amuser. Et il m'a dit, et en plus, elle te ressemble. Donc, c'est vraiment parti de là. Et après, en lisant cette histoire complètement folle, je me suis dit, c'est un super sujet de roman. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi dessus. Le livre est sorti et moi j'avais complètement zappé cette histoire qu'elle me ressemblait parce que pour moi elle est tellement devenue mon héroïne, Martha, machin, etc. que j'ai complètement oublié cette première ressemblance. Et comme évidemment vous avez raison, depuis tout le monde me dit ah mais quand même elle vous ressemble à ça. Maintenant je suis obligée de dire oui, 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 c'est vrai, ça partait de là. Mais après moi j'ai complètement voilà, oublié. Ouais, comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein. On va pas. Alors, ma deuxième question, c'est plus par rapport à l'organisation. Alors, donc là, donc vous vous intéressez à ce tableau et on voit que dans votre récit, alors il y a des destins qui s'entrecroisent, des destins qui n'auraient jamais dû se croiser. Vous entremêlez les époques. On va visiter des lieux divers, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Italie. Vous menez ça avec un suspense complètement dingue. Et autour de ça va donc se dessiner une énigme familiale donc, qui est logée derrière ce portrait de Gustav Klimt. Et tout ça est orchestré, et c'est ce que Virginie disait au départ, dans une chorégraphie qui est extrêmement bien maîtrisée. On voulait savoir comment vous avez organisé l'écriture. Est-ce que vous avez écrit par époque? Est-ce que vous avez écrit par lieu? Comment tout cela s'est organisé? Comment on organise une écriture pour qu'à la fin, les pièces du puzzle, parce qu'on a vraiment l'impression d'être devant une boîte, comme un enfant, devant une boîte de puzzle, et au fur et à mesure, les pièces se mettent en forme et on arrive à la fin, bah, voilà, face à ce tableau. Merci Comment ça beaucoup. s'organise? C'est vraiment un merveilleux compliment de me dire ça et c'était vraiment ce que je voulais. En fait, c'est à la fois très exaltant intellectuellement parce que vraiment c'est une architecture, c'est une structure. La, la, la saga à suspense, puisque c'est de ça dont on parle, c'est le genre romanesque de la saga à suspense, ça exige de respecter certains codes qui sont d'abord une grande période de temps, donc il faut une saga, ça s'étale. Il faut plusieurs générations. Un secret de famille qui est justement divulgué, machin. Bah, pour qu'il y ait du suspense, c'est assez simple finalement. Il faut pas dire les choses. Et après, sachant ça, après, c'est à vous de faire le montage, quoi. Donc, parce que cette histoire, finalement, si elle était racontée chronologiquement, elle n'était pas si palpitante que ça. C'est la manière dont, c'est vraiment très formel. Et donc ça, c'est très, très, très excitant de faire ça. Et c'est vraiment une prise de tête pas possible. C'est-à-dire que vous vous faites des nœuds, mais il n'y a pas d'autre mot, hein. Alors, moi, j'ai travaillé de manière très méthodique, c'est-à-dire que j'ai effectivement déroulé mes 3 histoires. Donc, c'est pas très sexy, mais j'avais des petites cartes blanches avec des couleurs. Donc, j'avais Vienne 1900, j'avais New York dans les années 30, 40, 50, et puis ensuite, j'avais aujourd'hui. Donc, j'avais mes 3 codes couleurs, j'avais mes 3 sets de personnages. J'avais déroulé mes histoires comme ça. Et au-dessus de mon bureau, j'avais collé mes petites fiches et je passais mon temps à les changer de place en disant, ben ça, je peux pas le dire tant que j'ai pas dit ça. Mais si je dis ça, elle arrive pas à avoir dit ça. Et il y a eu des moments où le truc me paraissait inextricable. Je me disais, j'y arriverai jamais. Mais en revanche, je n'ai pas commencé à écrire avant d'avoir sur mon mur affiché devant moi la structure complète du roman. Donc, parce que je voulais pas avoir écrit les histoires séparément. On peut pas faire ça. Vous pouvez pas écrire les trucs et ensuite les. C'est pas du Tetris, quoi. C'est pas des. On peut pas
changer un chapitre de place s'il a déjà été écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'écriture, c'est pas comme ça. L'écriture, ça se fait d'un Merde. d'un seul trait, en fait. Donc, comment expliquer? Il y a, vous devez écrire les chapitres dans l'ordre dans lequel le lecteur va les lire. Euh, Parce que, alors ça c'est plutôt, c'est quelque chose, alors je sais pas si vous savez, moi j'enseigne l'écriture dans une école des ateliers d'écriture créative, ça s'appelle, voilà, c'est à Paris qui s'appelle Les Mots, où on est une cinquantaine d'écrivains, donc c'est un gros truc, je sais pas s'il y en a Très parmi bonne vous. école, très bonne école. D'accord. Oui. Voilà, moi, je trouve que c'est une super école aussi. Et donc, on est très nombreux. Et c'est vrai que j'explique toujours à mes élèves qu'il y a maintenant, ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier et j'ai rencontré beaucoup d'écrivains et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec mes collègues, si on peut dire ça. Et il y a vraiment deux manières d'écrire un roman. Après, tout le monde dira oui, il y a des centaines de manières. Oui, mais il y a quand même deux grandes façons de le faire. La première, c'est de se lancer et de dire j'y vais et on verra bien où ma plume me mène. Et vous avez des auteurs qui font ça et, et qui sont absolument sincères quand ils vous disent que quand ils commencent à écrire la première phrase de leur roman, ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver à leur personnage. Voilà, c'est un des plus célèbres de cette école-là, c'est Joël Dicker, qui dit que quand il commence un roman, il ne sait pas qui est le coupable, qui a tué Bob. Ce qui pour moi me paraît mais complètement folle dingo de démarrer un livre sans savoir qui est le meurtrier. Je me dis, mais voilà. Donc, mais il y a des gens qui font ça et ça marche très bien et c'est vraiment une façon de le faire. Et il y a la deuxième possibilité que j'appelle l'option sécuritaire qui est pas très glamour, mais qui sont les gens qui ont vraiment besoin d'avoir déjà la structure très 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 clairement dans leur tête avant de se lancer dans l'écriture. Parce que le problème, c'est que si vous commencez à écrire un roman, et que vous arrivez au 10e chapitre et que vous vous dites, ah mais là je sais plus exactement, mais je- ce que je sais c'est que en gros, 5 ou 6 chapitres plus tard, il va se passer ça, et donc les 5 ou 6 chapitres qui sont entre le moment là où j'ai fini et où je veux recommencer à écrire, je vais pas les écrire pour le moment, je les écrirai après. Ça ne marche pas. Vous pouvez pas écrire du chapitre 1 à 10, puis faire une sorte de pause parce que les chapitres 11, 12, 13 vous saoulent, parce que vous n'avez pas envie de les écrire, parce que vous êtes voilà, bloqué ou je sais pas quoi, et attaquer directement au chapitre 14. Parce que, en fait, si vous écrivez 14, 15, 16, très bien, et vous dites, allez, maintenant je retourne au 11, vous commencez à écrire le 11, et en fait, le 11 va faire que le 14 que vous avez écrit n'est déjà plus possible. Parce que quand vous écrivez, il y a quelque chose qui est en train de se créer vraiment. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette fameuse option sécuritaire, vous avez compris que moi je fais partie de la deuxième catégorie, hein, des petites fourmis, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et pour un livre comme ça, c'était pour moi totalement crucial. Et quand les gens me disent, ah, on voit bien que c'est un puzzle et que tout s'imbrique et qu'à la fin, je suis contente, parce que c'est ça que je voulais vraiment réussir à faire. Donc c'était le plus grand défi pour moi, c'était ça. Et malgré cette option sécuritaire, est-ce que vous laissez quand même, vous savez, cette fameuse phrase, moi, qui m'interpelle toujours, qui est plutôt de la première catégorie, donc d'écrivains qui se laissent porter, vous savez, le personnage m'a pris par la main et il m'a emmené à un endroit où je pensais pas du tout aller. Est-ce que vous avez quand même laissé des sas de respiration? Est-ce que vous les avez quand même laissés évoluer parfois comme ils le souhaitaient, vos personnages? Oui, il y a toujours, c'est vrai, ça fait un petit peu le grand écrivain sur sa montagne qui est inspiré par les muses et tout ça, mais c'est vrai que tous les écrivains vous le diront, il y a un moment où les personnages peuvent résister, c'est-à-dire ils veulent pas mourir par exemple, ou alors on s'est trop attaché à eux, ou au contraire, on décide de les tuer parce ils sont devenus vraiment mauvais. Donc ça, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, mais en règle générale quand même, ce qui était décidé est décidé. Voilà, surtout pour un roman comme celui-ci. Mais après, il y a des personnages qui peuvent se révéler plus attachants que prévu, ou alors peut-être plus intéressants que prévu. On dit, ah attends, et lui peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, et voilà. Donc ça oui, il y a une vraie. De toute façon, il y a toujours un moment de doute et de liberté qui nous dépasse un petit peu, oui, toujours. Et là, là, pour le coup, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a, voilà, qui vous a surpris et vous vouliez l'emmener peut-être à un endroit où où il souhaitait pas aller, ou enfin, quel est le personnage qui vous a un peu titillé?
je pense qu'il y a toujours dans cette histoire des typologies des personnages, on dit, alors ça c'est très américain, hein, on dit qu'il y a des personnages plats et des personnages ronds. C'est comme ça qu'on les nomme. Les personnages plats, c'est les personnages qui changent pas, c'est-à-dire c'est la méchante petite vieille à sa fenêtre au début du livre qui va être derrière sa fenêtre pendant tout le livre et à la fin du livre, elle sera toujours aussi méchante, toujours aussi petite et toujours aussi vieille derrière sa fenêtre. Et elle n'aura pas changé. Et c'est important pour le lecteur parce que le lecteur, il a besoin de personnages repères comme ça, qui ne sont pas des personnages très subtils, profonds, etc. Mais ils sont là, un peu comme des figurants. Et puis après, il y a évidemment les personnages ronds, qui sont les personnages les plus importants de votre livre, qui sont le héros ou l'héroïne, et qui, eux, vont avoir des multifacettes. Et plus le livre avance, et plus on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas vues, des choses cachées et tout ça. Les deux personnages, pour moi, de ce livre qui sont les plus importants, c'est Isidore et Pearl. Et il y avait deux choses que je voulais, qui ont, alors, où on a eu des discussions avec l'éditrice. Alors, Pearl, en fait, je voulais que ce soit vraiment une jeune femme très intelligente qui était une avocate d'affaires brillante, etc. Mais je voulais aussi qu'elle ait un côté midinette. Je voulais pas qu'elle soit le stéréotype de la femme d'affaires aux dents longues qui est hyper solide et robuste et tout ça. Je voulais aussi qu'elle ait un côté un peu nul en amour ou qui sait pas, voilà. Et ça, et la maison d'édition à un moment m'a dit, ah mais c'est ça, c'est pas très, ça marche pas parce qu'en fait c'est soit l'un soit l'autre. Et j'ai dit non, en fait, c'est les deux, parce qu'en fait, je pense vraiment qu'il y a des femmes qui sont très fortes en affaires et qui sont nulles en amour et qui sont capables de. Voilà, et donc ça, comme c'est des personnages très stéréotypés, enfin, parce on joue aussi avec les stéréotypes en littérature, donc le personnage de l'avocate brillante, il est très calé, quoi. Et celui de la midinette, il est très calé aussi. Et de mélanger les deux, ça marche pas trop. Et moi, je voulais ça. Donc ça, c'est un truc pour lequel j'ai dû lutter et j'ai dû affiner beaucoup pour que le lecteur y croit. Et après, il y avait le personnage d'Isidore, qui était un personnage qui pour moi était très très important parce que je voulais que le lecteur l'adore quand il était jeune, qu'il soit un petit gars mignon qu'on aime, quoi, et qu'on veuille qu'il réussisse et qu'on veuille machin, et qu'il soit plus si sympa que ça quand il était vieux. Et que je voulais pas qu'il soit le, le stéréotype, c'était encore cette histoire de stéréotype, du jeune cireur de chaussures qui fait fortune et ouais, on est derrière lui et on l'adore, il est super. Et je voulais pas non plus qu'il soit juste un vieux macho qui s'est tapé des prostituées et qui est au-dessus de tous ces piles de dollars. Donc, c'est deux stéréotypes et il fallait que ce soit la même personne. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour, en fait, brouiller les pistes au début pour que le lecteur sache pas que c'était le même personnage. Parce qu'il pouvait pas imaginer au début du livre que le jeune garçon qui est si mignon, ce soit ce vieux bonhomme qui s'est tapé une prostituée et qui machin et qui supporte pas qu'on lui dise qui est sa fille ou qui est pas sa fille et qui machin. Donc voilà, et parce que aussi je pense que la vie nous change et qu'on n'est pas la même personne tout au long de sa vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que Isidore, je lui ai fait traverser plusieurs drames et le drame qui était la mort de son fils, euh, qui fait en fait, qui est vraiment ce point de bascule où en fait, ça le fracasse trop. Il était assez fort pour combattre plein d'épreuves, mais pas celle-ci. Celle-ci, c'était celle de trop. Et c'est celle qui le fait basculer dans la tristesse en fait. Et qui fait qu'après, il est plus jamais le même. Et voilà, et qu'on Et change qui, vraiment de. et qui reste quand même extrêmement attachant jusqu'au bout. Ah bah tant Ça, mieux. c'est... Merci. Il y a Ouais, quelqu'un ouais. qui Ouais, j'espère que ouais. tout le monde a lu le livre. Oui, moi aussi, j'espère. Tout d'un coup, je m'en rends compte. J'espère que tout le monde a lu le livre. Aïe. Bon, je ne dis plus rien. Je ne parle plus du tout des personnages ni de l'histoire. Bon. Euh, Merci en tout cas. Moi, Florence, justement, pour rebondir avec ce que vous dites, il y a un thème qui traverse tout le roman aussi, qui est le thème de la filiation. Parce que effectivement, il y a la filiation de Martha, il y a les rapports aussi que Isidore peut avoir avec ses enfants. Dans ce rapport de filiation, justement, les pères n'ont pas toujours le beau rôle. Même souvent, n'ont pas le beau rôle. Pour synthétiser un petit peu, enfin, les pères sont des bourreaux et les femmes sont des victimes dans ce roman. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vu. Est-ce que c'était quelque chose qui était conscient chez vous, qui était voulu, ou pas vraiment? Euh, les femmes sont courageuses dans mon livre. Oui,
les femmes sont courageuses. Martha, elle est hyper courageuse. Martha, elle affronte tout, hein. Et Pearl, elle est courageuse aussi. Et la mère de Pearl aussi, après tout, elle se laisse pas faire et elle a une sacrée vie, etc. Donc je pense que c'est... euh, et les hommes sont des bourreaux. Tu me diras non, regarde Isidore, il est courageux aussi. En fait, moi, je pense que c'est plus un livre où les personnages sont des gens qui ont une espèce de grande volonté de s'en sortir, de sortir de leur milieu, de sortir de leurs conditions. C'est des gens qui, c'est des battants, mes personnages. Oui. Bien les hommes que les femmes. Après, il y a des sales types, bah oui, bon. Euh, euh, et puis, non, mais regardez par exemple la mère de France. C'est pas une femme bien non plus. Donc, non, je crois qu'il y a des. Je suis pas si sûre. Je Ouais, crois. alors c'est peut-être, effectivement, c'est assez réducteur, hein, le raccourci que j'ai fait. C'est pas aussi manichéen et c'est pas. Ouais. Non, Mais non, voilà, non, mais on- c'est des personnages qui luttent face à l'adversité, ça ouais, c'est sûr. Et les femmes ont un rôle quand même. Mais ça, c'est dans tous mes livres, et ça, faut pas avoir fait 12 ans de psychanalyse pour comprendre. Mais oui, j'ai été élevée par une mère célibataire extrêmement courageuse, et je viens d'un... Moi, je suis vraiment un produit du matriarcat, hein. Je suis d'une famille de femmes où les hommes ont pas beaucoup de place. C'est vrai que, voilà, ma sœur et moi, on a été abandonnés par notre père très très jeune, et c'est notre mère qui nous a élevés à bout de bras, et c'est évident que même si à chaque livre je me dis que je vais pas du tout en parler, bah, je finis toujours par parler de ça, et c'est vraiment affligeant de me dire que en fait ça, le pire c'est que vraiment à chaque fois que je commence un nouvel livre, je me dis alors là vraiment je vais faire quelque chose de complètement différent. Je fais quelque chose de complètement différent qui se passe au Moyen Âge, qui se passe machin, mais finalement ça raconte toujours la même histoire. Mais bon, ça on peut pas se... Je... D'ailleurs, oui, pardon. C'est vrai qu'on l'a pas précisé en début d'intervention. Ce livre, c'est votre neuvième roman et tous vos romans sont différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Voilà, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas. Oui, alors ça part d'un rêve d'adolescente, hein, quand j'ai vraiment quand je me suis imaginé que peut-être un jour je pourrais être écrivain. J'avais 16 ans, et je me suis dit bah, si jamais j'arrive à faire ça dans ma vie, euh, j'écrirai un livre de chaque genre littéraire existant. Voilà. Donc, c'est parti de ça. J'étais une, euh, une passionnée de littérature. Avant d'être une autrice, je suis une grande lectrice, hein. C'est vraiment ça, ce qui me porte depuis toute jeune. Et j'ai eu un merveilleux professeur de français qui m'a fait faire un atelier d'écriture justement quand j'étais en classe de seconde. Et c'est là que je me suis dit, oh, quand même. Après, je viens pas d'un milieu d'intellectuels ou d'artistes ou de gens où écrivain, c'est vraiment pas une option, quoi. Enfin, c'est même pas un métier, c'est rien du tout. Enfin, c'est peut-être un passe-temps si on veut, mais voilà, il faut trouver un vrai métier qui paye le loyer. Et écrivain, ça paye pas le loyer, ça pour le coup, je peux que leur donner raison. Donc, je pars sur cette espèce de grand rêve, et je me dis, bon, bah, donc on commence. Et mon premier livre était une autofiction. Mon deuxième livre était un roman épistolaire. Mon troisième livre était un roman oulipien, donc écrit sous contrainte mathématique. Mon quatrième livre était une biographie. Donc là, c'est vraiment, vous prenez un personnage historique, vous allez dans les archives, vous faites des recherches comme une biographe. Ensuite, j'ai écrit un roman. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai fait plein. Enfin bon, ah oui, j'ai fait un roman naturaliste. J'ai fait un roman surréaliste, j'ai fait un roman beatnik, j'ai fait un roman médiéviste, bon. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, je vais prendre un genre littéraire, je vais l'explorer. Donc, si par exemple, on prend le genre naturaliste, ça veut dire que vous lisez le manifeste du naturalisme d'Émile Zola, vous lisez tout Émile Zola et puis tout le mouvement naturaliste, et ensuite vous comprenez les codes du roman naturaliste, et puis vous vous dites, bon, mon roman naturaliste à moi, mon préféré, c'est Nana. Donc très bien, je prends Nana, je le décortique dans tous les sens, je vois le nombre de personnages, le nombre de points tournants, la structure narrative et tout ça. Et ensuite, j'essaye de, de caler une histoire sur ce genre littéraire-là. Et donc, dans tous mes livres, il y a des centaines de citations cachées, il y a énormément de jeux avec le côté formel de... euh, le titre du roman naturaliste, c'est Blonde à forte poitrine, qui n'est voilà, qui n'est pas du tout un roman érotique.
Pas du tout. C'était vraiment un genre que je me laisse pour dans très très longtemps parce que ça va vraiment être difficile pour moi de faire ce genre-là. Mais il me reste encore, donc si vous imaginez, il me reste encore le roman policier, le thriller, le roman science-fiction, l'heroic fantasy, le recueil de poèmes, la pièce de théâtre, il y en a des centaines des genres littéraires. Et c'est vraiment quelque chose de absolument passionnant parce que à chaque fois, vous devez totalement à une dystopie. Oui, alors c'est dur la dystopie aussi, parce que je lis les commentaires en même temps. Mais oui, l'Uchronie, tous ces trucs-là, c'est dingue. La science-fiction, c'est et voilà. Et donc, ça veut dire que pendant le temps, donc je commence toujours par le genre. Je me dis bon, maintenant, je veux m'attaquer à tel genre. Je ne fais que lire des livres de ce genre-là. Je ne fais que, enfin, blablabla, je m'intéresse complètement au truc. Et après je fais ma structure et après, je me lance. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que je fonctionne. Et l'idée, ce serait d'avoir, et l'idée, ce serait d'avoir 80 ans et d'avoir écrit, oui, pas, peut-être pas un livre de chaque genre littéraire existant, mais d'avoir touché à plein, plein, plein de différents genres. Ouais. Et pour le moment, je m'y tiens. Et c'est vrai qu'au début, mon éditrice m'a dit, quand je lui ai parlé de ce projet-là, elle m'a dit, oh là 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 là, racontez pas ça aux lecteurs, ça va les effrayer. Et elle pensait pas que je tiendrais non plus. Et comme là, c'est notre 9e livre ensemble, elle a dit, bah, là, il faudrait quand même qu'on commence à le dire. Et c'est vrai que la plupart des lecteurs euh, me suivent parce que maintenant, ils savent aussi qu'il y a quand même... enfin, on se refait pas non plus, on a son propre style. Donc, donc si vous lisez par exemple Le sang des Mirabelles, qui est un roman médiéviste qui a été validé par un médiéviste, où j'ai fait pendant 2 ans des recherches dans vraiment quasiment dans des grimoires, j'ai lu toutes les thèses possibles sur dormir au Moyen Âge, se nourrir au Moyen Âge, se soigner enfin, au XIIe siècle, pardon, se soigner au XIIe siècle, machin, est-ce que les carottes étaient oranges ou blanches? Je peux vous le dire, elles étaient blanches. Enfin, je, 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 je fais des recherches très, très, très approfondies à chaque fois sur chaque genre et chaque période que j'étudie. Donc c'est hyper intéressant pour moi et c'est une grande chance parce que ça veut dire que je rencontre des gens enfin, trop sympas que j'aurais jamais rencontrés. Enfin, voilà. Et chaque livre est vraiment une nouvelle aventure pour moi. Le seul chose, c'est que pour les lecteurs, le seul inconvénient pour les lecteurs, c'est qu'il n'y aura pas une deuxième fresque familiale ou une deuxième saga. Bah, en fait, mes lecteurs qui me suivent depuis le début, en fait, ils disent que c'est un peu, il y a quand même un lien entre Ouais, les deux. Vous voyez? ouais, ouais, ouais. Voilà. Et par exemple, si vous voulez un petit truc, il y a toujours un personnage qui ricoche d'un roman à l'autre. Et par exemple, dans L'inconnu du portrait, la mère de Pearl, qui s'appelle Michelle, apparaît dans Blonde à forte poitrine, justement. Parce que dans Blonde à forte poitrine, ça se passe dans un strip club au Texas. Une des copines du personnage principal, c'est justement cette Michelle. Et le titre du roman épistolaire, c'est Nous sommes cruels. Et ça reprend, c'est calqué sur les liaisons dangereuses de Laclos. Et c'est un roman qui est beaucoup, beaucoup étudié dans les lycées. Parce que comme les liaisons dangereuses sont au programme du bac, depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de profs de français très sympas qui, pour faire avaler la pilule à leurs élèves, vont d'abord lire les Nous sommes cruels et ensuite leur font lire Les liaisons dangereuses, qui est le vrai livre qu'il faut lire, on est bien d'accord. Hein. Mais donc moi, je vais beaucoup dans les lycées pour dire aux élèves, lisez mon livre si vous voulez, mais lisez le vrai d'abord parce que c'est tellement, tellement génial de lire Laclos. Parce que Voilà. là pour le coup, avec votre petit côté monomaniaque, est-ce que vous, alors nous on a cherché parce qu'on a préparé la rencontre, mais est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez fait avant l'enquête que vous avez menée? Vous avez été auprès de qui? Parce qu'il y a des choses quand même qui sont assez troublantes. Le livre de cuisine allemande, moi, Ah ça me... oui, ça c'est un truc que je peux raconter. Les gens, vous avez bien fait votre travail, dis donc. Oui, en fait, donc pour écrire L'inconnu du portrait, j'ai fait toutes sortes de recherches. Donc d'abord, j'ai vraiment démarré par le commencement, donc Vienne 1900, donc la littérature, Zweig, Schnitzler, Georg Trakl et tout ça, donc les merveilleux auteurs allemands de cette époque-là. Et puis c'est vrai que vraiment au détour je ne sais pas où j'ai trouvé ça, j'ai vu la liste des best-sellers de 1903 oui, je crois que c'est 1903. En Autriche, je vois que c'est écrit par une femme. Je me dis, oh, c'est marrant ça. Quelle est
l'autrice best-seller de 1903 à Vienne. Et en fait, je me rends compte que c'est un livre de cuisine qui est écrit par Madame Prato. Et je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont le Ginette Mathieu, qui est le Je sais cuisiner français, mais c'est vraiment, apparemment, c'est le livre de référence de cuisine autrichienne. Alors je dis, ah mais non, ça c'est trop beau, donc je le commande sur Internet. Il arrive à la maison en allemand, et je sais à peine parler allemand, moi, donc voilà, j'en ai fait un peu à l'école, mais enfin, j'ai fait 9 ans d'allemand à l'école et je devrais parler mieux que je ne parle, mais voilà, malheureusement. Mais je suis quand même capable de lire un livre de cuisine en allemand. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bien, je vais cuisiner autrichien et j'aurai dans le ventre la même chose que mes personnages. Et donc, mes pauvres enfants ont dû avaler des abominables ragoûts, des espèces de schnitzel et tout ça. Mais voilà, et donc ça peut aller assez loin, mes recherches comme ça. Mais par exemple, pour tout ce qui était génétique, j'ai rencontré un généticien. Pour tout ce qui était, c'est une scène enfin, la scène où j'avais ce problème de taches de sang, j'ai rencontré enfin, j'ai pas rencontré, j'ai eu au téléphone un morpho-analyste de sang qui était un homme extraordinaire, je savais même pas que ça existait, moi, ce métier. C'est morpho-analyse de sang, donc c'est les gens qui étudient les taches de sang dans les affaires criminelles et qui, d'une tache de sang, sont capables de vous dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, grâce à Kalman Levy qui avait organisé la rencontre par téléphone, j'ai pu parler à ce monsieur pendant presque une heure. Et très gentiment, comme je l'embrouillais avec mon histoire et ça, il m'a dit, attendez, on va poser le téléphone et donc, bon, vous savez quoi, on va reconstituer le truc. Et il m'a dit, bon, vous voulez qu'on lui pète le nez ou l'arcade? Et j'ai dit, on pète ce que vous voulez. Et il m'a dit, bah, on va lui péter l'arcade parce que ça saigne beaucoup mieux. Moi, je savais pas, par exemple. Ça, c'est des trucs, vous apprenez qu'une arcade, ça saigne plus qu'un nez. Et après, et aussi, j'ai appris qu'il fallait vraiment tuer quelqu'un plutôt à l'ombre qu'au soleil. Parce que à l'ombre, l'ADN. Non, tuer au soleil, pardon. Je me mélange dans mes meurtres. Mais non, il faut absolument tuer quelqu'un au soleil. Parce qu'au soleil, l'ADN, elle disparaît. Au bout de 10 jours, il n'y a plus rien. Alors qu'à l'ombre, ça peut durer 100 ans. Donc, tous ces trucs-là, et vous passez du temps avec des gens, mais tellement géniaux, qui ont des métiers incroyables et tout ça, et qui vous ouvrent les portes de leur savoir. Parce que euh, quand vous êtes journaliste, moi j'ai été un peu journaliste, personne ne veut rien vous dire. Et tout le monde se méfie de vous. Alors que quand vous êtes écrivain, ils disent la pauvre, il faut l'aider. Donc, si vous voulez, il y a vraiment ce truc de se dire, euh, oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais vous raconter. Et donc, même le fameux morpho-analyse de sang, à la fin de notre conversation, je lui ai dit, mais enfin, vous devez être très sollicité, merci beaucoup, parce que vous devez avoir tellement d'auteurs de thrillers qui vous demandent. Ils m'ont dit, mais il m'a dit, mais pas du tout, vous êtes la première. Comment est-ce que vous avez eu mon numéro de téléphone, quoi? Donc je vais chercher des gens, mais improbables, et c'est super. Donc voilà, donc ça fait partie des joies de mon métier. Magnifique. On va peut-être passer aux questions de nos spectateurs, puisque je vois qu'on a déjà des mains levées. Il y a des gens qui sont partis sur les meurtres, là, je sais pas ce qu'ils sont. Dans le chat, c'est un drôle de chat, hein. Je sais Mais oui, pas. en fait, c'était intéressant ce que vous disiez parce que lorsque j'ai lu votre livre, j'ai googlisé. En fait, je me suis demandé si c'était vrai ce que vous disiez sur l'ADN. Et donc, en fait, c'est parfait. Enfin, les recherches que vous avez effectuées. Oui, oui, non, mais attendez, Thomas Bourgeron, c'est un ponte, hein. Il est Mm, à l'Institut des sciences, machin. Enfin, et c'est un des chefs de Pasteur. Enfin, c'est incroyable. mm. J'ai accès à des gens très, très, très sérieux, hein. Je vais laisser Thibaut intervenir. Il avait une question. C'est à toi, Thibaut. Alors, bonsoir tout le monde et bonsoir Camille de Peretti. Alors moi, j'ai peut-être deux ou trois questions, mais j'aimerais vous féliciter pour ce brillant roman. Moi, j'ai été impressionné par ce souffle romanesque, vraiment exceptionnel. Il n'y a pas un seul moment où je me dis, oh là là, c'est long, oh là là, l'aurait pu couper. Non, vraiment parfait. Pour être jeune romancier, c'est waouh. Vraiment bravo, 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 parce que tous vos personnages sont excellents, le puzzle, enfin, waouh. Enfin, vraiment, c'est. Oh, j'ai dit à une collègue, enfin une collègue de Kalman Levy, je fais non, mais ce roman, faut qu'il parte partout dans le monde parce que c'est de la bombe, quoi. Donc, vraiment, bravo. Alors, mes questions. Est-ce que quand votre ami vous a parlé de cette histoire, vous avez dit dans une interview que c'était du pain béni pour une romancière? Et est-ce que vous vous êtes pas dit,
ouais, mais c'est peut-être un peu trop simple, c'est un peu trop c'est un peu trop, enfin, c'est un peu trop simple pour une romancière de partir sur ça. Et ma deuxième question, quelle est votre œuvre, je parle d'art, peinture, préférée? Voilà. Donc, merci beaucoup pour cet immense moment que j'ai passé avec votre œuvre et et puis j'espère passer encore un immense moment sur votre prochain roman. Un policier, ça sera très bien. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, non, est-ce que c'était pas du tout trop simple parce qu'en fait, dès le départ, l'article que mon ami m'avait envoyé racontait n'importe quoi. Donc, en fait, l'article il est toujours en ligne aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai contacté le journaliste qui l'avait écrit, qui lui n'a pas voulu répondre à mes questions. Parce qu'il m'a dit il trouvait ça. En fait, il a vite compris que moi j'avais relevé énormément d'incohérences en fait dans son article et que tout ça ne tenait pas la route et qu'il l'avait peut-être écrit un petit peu trop vite. Et d'ailleurs, l'enquête italienne a été très bâclée et très bizarrement menée. Et le fameux Arsène Lupin, mafieux local italien, dont je parle très peu dans le livre parce que je ne voulais pas me prendre les pieds dans le tapis, était vraiment très auréolé de mystère aussi. Donc, en fait, il y a eu, dès le début, cette histoire, elle n'était pas claire du tout, du tout, du tout. Et puis, le grand sujet pour les gens qui s'intéressent à la peinture, c'était pourquoi est-ce que Klimt a repeint ce tableau? Parce que Klimt n'a jamais repeint aucune de ses toiles, et donc tout le monde disait, ah mais alors, vraiment, cette toile, elle est extraordinaire, pas comme moi je le pense parce qu'elle est juste sublime de beauté, mais parce que c'est un repeint de Klimt et qu'on ne connaît aucun autre repeint de Klimt. Et en fait, il faut savoir que le tableau a été peint en 1910 et que Klimt rentrait d'un voyage à Paris où il avait vu les œuvres de Toulouse-Lautrec. Et alors, je sais pas si vous avez vu la première version du tableau, mais est-ce que je l'ai là? Oh, regardez comme je suis bien organisée. Est-ce que vous arrivez à voir ça? Ça, c'est la première version du tableau. Vous voyez? Et ça c'est mon inconnu. Vous voyez ou pas? Donc, en fait, la première, elle est très Toulouse-Lautrechienne. Vous voyez ces femmes de Toulouse-Lautrec avec des grands chapeaux et tout ça. Et là, vous voyez, et elle a les épaules dénudées, donc elle fait très prostituée, femme de mauvaise vie, dirons-nous. Et l'étole, on voit pas bien, mais c'est pas une belle étole, c'est une étole un peu de mauvaise qualité. Et on voit pas bien sur les deux photos, mais la différence entre les deux, c'est que celle-ci est davantage fardée que l'autre. Elle a plus de maquillage. Et donc, dans la première version des experts d'art, c'était de dire, euh, Klimt était très amoureux de cette femme, elle est morte. Et donc, pour oublier son chagrin, il a repeint le tableau. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a repeint. Et donc, problem solved, on sait pourquoi est-ce qu'il a repeint ce tableau. Or, je suis désolée, mais quand vous êtes très amoureux d'une femme et que vous voulez oublier votre chagrin, vous n'enlevez pas son chapeau et son étole. C'est complètement crétin. Ça ne tient pas du tout la route, ce truc. Moi, je pense que, et ça, je suis vraiment sûre de moi. En plus de ça, oui, parce qu'il y a ça, il y a le fond Klimt. Et moi, je me suis tapé tout le fond Klimt, j'ai tout vérifié, etc. Quand Klimt était amoureux, et il était très souvent amoureux de plein de femmes différentes, c'est quelqu'un qui a été un homme, voilà, qui avait pas de, voilà, il était bien. D'ailleurs, très sympa, parce que toutes ces femmes, c'était ses modèles, hein, la plupart, qui lui disait j'attends un enfant de toi, il disait oui à toutes et il payait les pensions alimentaires de tous ses enfants, présumés enfants, etc. Donc il n'a jamais posé de questions et ça. Donc il était riche aussi, mais il y a plein d'hommes riches qui font pas ça. Donc vraiment il était bien pour ça, Klimt. Donc quand Klimt était amoureux, on parle de dizaines, de centaines d'esquisses et de croquis. Là, il n'y a rien. Il y a seulement elle. Elle n'apparaît qu'une seule fois. Et c'est le seul qui est repeint. Ce qui est sûr, c'est que dans la première version, c'est une prostituée. Dans la deuxième, non. Dans la deuxième, c'est une bourgeoise. Elle a son chignon, elle a son petit châle, etc. Donc moi, je pense qu'il le repeint, ce tableau, pour la déprostitutionnaliser. Même si c'est pas du tout un mot français et que je suis supposée être écrivain et c'est abominable de dire. Mais c'est pas grave. Donc vous avez compris ce que je veux dire. Et donc ça, c'est là que déjà la première théorie des journalistes sur ce vol de tableau et ce truc était déjà louche. Mais ensuite, la vraie théorie sur pourquoi Klimt a repeint, c'est pas la bonne théorie.
Ça marche pas, ce truc. Donc, c'était pas si simple. Et il fallait que moi, j'arrive à prouver ça. Et j'avais une intuition. Je pense que mon intuition est assez bonne. D'autant plus que ça colle hyper bien avec les dates, parce que justement, il peint le tableau en 1910 et il vient de rentrer de Paris où il a vu les œuvres de Toulouse-Lautrec. Et vous savez, comme les peintres toujours s'influencent les uns les autres, ils sont très poreux, les peintres entre eux. Donc, je pense que ça, c'est pas si bête, ce truc. Voilà. Alors après, qu'est-ce que... Ah oui, et mon œuvre préférée. C'est ça ce que vous m'avez demandé? Alors, mon œuvre préférée, euh, alors, de Klimt, c'est clairement ma Martha, ça, il n'y a plus de doute. Voilà. Même si j'ai eu la chance d'avoir été envoyée par Kalman Levy à Vienne pour aller voir les œuvres au Belvédère et tout ça, parce qu'il n'y a pas de tableau de Klimt à Paris. Alors, je sais que là, il y a la France entière qui est représentée, mais en tous les cas, à Paris, il n'y a pas de Klimt. Il n'y en avait qu'un seul qui était au musée d'Orsay et qui malheureusement enfin, a été une spoliation et donc très heureusement a été rendu à la famille qui était propriétaire avant la guerre. Donc mon œuvre préférée dans l'absolu, je pense que c'est un tableau de Bronzino qui s'appelle Vénus et Cupidon. Et alors pourquoi? Parce que c'est vraiment un drôle de tableau. Euh, En plus de ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, mais un tableau très incestueux entre une mère et son fils. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi je me suis tant attachée à ce tableau. Il doit y avoir quelque chose de voilà. Mais c'est un tableau qui a une histoire sentimentale pour moi parce que lorsque j'étais à Londres, j'ai habité à Londres moi pendant un certain temps. Euh, vous savez, à Londres, on peut rentrer dans les musées gratuitement. On peut rentrer et sortir des musées comme ça. Vous n'avez pas de caisse à l'entrée, vous n'avez pas de ticket, vous rentrez, vous sortez. Pour les grands musées nationaux. Et donc, j'habitais pas très loin de la National Gallery et j'étais très seule. Et je me posais beaucoup de questions sur mon avenir. Je pensais que j'allais pas faire grand-chose. Enfin, je travaillais beaucoup et je gagnais pas du tout bien ma vie et tout, et c'était difficile. Et, et donc, j'allais à la National Gallery presque tous les jours, mais seulement 10 minutes. C'est-à-dire que je rentrais et je sortais. Vous voyez, on pourrait malheureusement pas faire ça avec les musées français, mais je trouve que c'est tellement génial les musées gratuits pour ça, parce que vous pouvez vous permettre de rentrer et sortir du musée comme ça, comme si c'était une balade, quoi, ou passer par le musée. Et j'allais voir ce tableau. Et je le trouvais, euh, en fait, dans ce tableau, plus je le voyais et plus je voyais des choses que j'avais pas vues. Et comme c'est une allégorie, en plus de ça, il y a beaucoup, beaucoup de détails, de choses minuscules dedans, et on peut vraiment se perdre dedans. Et c'est un tableau qui a été juste une sorte de réconfort esthétique pour moi pendant les 4 ans où j'ai habité à Londres. Et maintenant, j'en garde un merveilleux souvenir. Donc, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que ce qu'il représente, une Vénus qui embrasse Cupidon, c'est un peu chelou quand même. Mais voilà, mais c'est quand même mon tableau préféré pour des raisons sentimentales. Voilà. Bon, on comprend tout à fait. On avait une question de Fabrice qui demande, est-ce qu'il est prévu des traductions de l'Inconnu du portrait pour l'étranger? Alors, il y a une traduction italienne qui a été signée là, donc je suis très contente évidemment parce que je pense que le tableau, le livre a toutes ses chances en Italie et que en plus de ça, les Italiens pourront aller au musée le voir et tout ça. Et c'est un petit musée, le musée de Piacenza, qui est pas un musée très chic ou célèbre et tout ça, et il mériterait beaucoup plus de visiteurs et de fréquentation. Donc ça, j'espère que ça aura un effet positif. Euh, et puis les autres, on verra bien s'ils veulent de moi, je sais pas. Oui, je pense que vous avez encore le temps. Il vient tout juste de Oui, oui, sortir oui, et de oui, oui. séduire le peuple français. Donc, Ouais, et puis plus ça marche en France, plus ça a des chances d'être traduit, c'est sûr. mm. Bien sûr. J'espère. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de comment ça s'est passé avec Kalman Levy, avec le personnage de Pearl, que vous vouliez un peu plus midinette, etc. Nous, on s'est interrogé sur le titre. On voulait savoir si l'inconnu du portrait, ça avait été votre suggestion, si Kalman Levy vous avait laissé carte blanche. Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Je n'ai jamais choisi aucun de mes titres de livres. Je suis nulle en titres. Et ils le disent tous. Donc, en fait, mon premier s'appelait Tornithorinx. Et c'est moi qui ai choisi le titre. Voilà. Et l'idée,
c'était que chacun de mes livres, en fait, serait. Je joue depuis longtemps au jeu du dictionnaire. Vous connaissez ce jeu peut-être où on invente des mots et on trouve des mots très difficiles dans le dictionnaire et vous mettez. Donc, vous inventez un mot, vous inventez une définition, une étymologie, tout ça, des exemples. Et vous faites une vraie définition de dictionnaire et vous mettez ça au milieu de deux autres mots très, très, très. Enfin, inconnus ou vraiment difficiles du dictionnaire et vous lisez à haute voix et les gens sont supposés savoir lequel des trois mots est inventé par vous. Et voilà, c'est un jeu auquel j'ai toujours aimé jouer et donc Tornitorinx faisait partie de ces mots que j'avais inventés et je me suis dit que chaque titre serait comme ça un mot inventé avec en première page la définition et tout ça. Et donc ils ont accepté pour le premier et pour le deuxième qui s'est appelé Nous sommes cruels finalement, je voulais appeler ça les raptors. Et les raptors, c'était à la fois des rapaces et des gens qui s'écrivaient des rapports les uns sur les autres parce que c'est un roman épistolaire. Et j'étais très contente de mon truc et ils m'ont dit non, les raptors, laisse tomber, c'est nul. Non, ça va s'appeler Nous sommes cruels. Pour le troisième, qui se passe dans une maison de retraite et qui est un roman olympien, je voulais appeler ça les vermeilleux, qui est un mélange de vieux et de merveille et de vermeil et de, enfin, tout ça. Des merveilleux vieux, enfin voilà. Et ils m'ont dit non, c'est nul, ça va s'appeler Nous vieillirons ensemble. Et pour le quatrième livre, j'ai dit bon, bah apparemment, et en fait maintenant, je n'essaye même plus. Donc pour l'inconnu du portrait, ils se sont tous écharpés entre eux, les commerciaux, les éditeurs, les machins, etc. Et à la fin, ils m'ont dit ça va s'appeler l'inconnu du portrait. Et j'ai dit bon, d'accord. Voilà, le seul dont je vais vous dire, le seul titre dont je ne sois pas très très contente, c'est Blonde à forte poitrine. Parce que je trouve que c'est un titre un petit peu. Racoleur. Ouais, enfin, et puis je trouve que ça représente. Enfin, oui, ça parle d'une femme qui meurt de s'être trop, trop fait charcuter par des chirurgiens esthétiques et voilà, qui parle de chirurgie esthétique et de ces femmes dont le corps est vraiment une sorte d'outil de torture et de travail et tout ça. Mais Blonde à forte poitrine, aujourd'hui, je regrette. Si c'était à refaire, voilà. Mais c'est tout. Mais L'inconnu du portrait, je pense que c'est un très bon titre. Je pense qu'ils ont très bien. C'est simple, mais je trouve que c'est un très bon titre. Je Puis je pense trouve aussi, et je pense que la maison d'édition, en fait, ils savent, c'est pas qu'ils savent, mais en tout cas, ils font des propositions parce qu'ils pensent que ça va être plus vendeur. bien Là, sûr. l'inconnu du portrait se fait très mystérieux, on a envie de regarder la quatrième de couverture, ok, de quoi ça parle. Euh, je pense Ouais, que ouais, c'est plus à votre avantage, en fait. ouais, c'est Et, pour ça. Et on puis leur il faut dit. savoir quand on n'est pas bon pour quelque chose, il faut lâcher l'affaire. Donc voilà. Donc L'inconnu du portrait, oui, je suis très contente de ce titre, effectivement. Mais c'est pas moi. Du coup, on aura une dernière question, après on va continuer. Floriane, je te laisse la parole. Tu as levé la main. Bonjour, merci beaucoup pour l'organisation de la rencontre. Merci Camille de Peretti pour votre intervention qui est vraiment passionnante sur tout ce que vous racontez. Du coup, il y a une question qui m'est venue. Déjà, est-ce que vous avez commencé à travailler sur votre prochain roman? Et vu la façon dont vous travaillez, les recherches approfondies que ça demande, les interventions avec d'autres professionnels ou vos voyages, est-ce que c'est pas difficile de concilier la promotion, entre guillemets, de votre roman actuel et le travail d'écriture pour le prochain? Alors, oui, j'ai commencé. Euh, euh, non, non, parce que d'abord, je vais vous dire, cette promotion, comme vous dites, c'est quand même quelque chose qu'on attend et on est très seul hein, quand on écrit. On est seul pendant 2 ans et demi dans sa cuisine. Et puis après, on est très entouré pendant 2 mois. Et puis après, on est re-seul pendant 2 ans et demi. Donc, ces 2 mois-là sont importants pour nous. Parce que c'est des mois où on se dit, en fait, le livre, il existe, on rencontre nos lecteurs et tout ça. Et c'est des grands moments de joie, de partage. Et voilà. Et alors, pour l'inconnu du portrait, le truc fou, c'est que comme le livre marche comme jamais j'aurais pu espérer et tout ça, et que j'ai des coups de cœur de 100 libraires, j'ai des déplacements dans la France entière, j'ai 3 déplacements par semaine et tout ça, je suis pleine d'endorphines, vous comprenez? Enfin, c'est un truc, c'est juste fou ce qui m'arrive. Enfin, je suis complètement euphorique. Donc, j'ai eu des prix, enfin, blablabla. Donc, tout ça, c'est juste. Il dit, il faut venir à Bordeaux. Oui, je crois que je viens à Bordeaux. Je sais pas, mais j'ai des dates, tout est noté sur Instagram et tout ça. Mais donc ça,
Donc, tout ça, c'est pas du tout un problème. C'est que du bonheur. Le vrai problème, c'est d'être mère de 3 enfants et de gérer le bazar que ça représente de travailler comme ça et de pas être là et de faire des allers-retours et en fait, le problème, c'est que c'est Stendhal qui dit ça et Stendhal a toujours raison, c'est que pour écrire, il faut pas des moments, il faut du temps. Il faut du temps long. Et donc, c'est pas du tout comme là, par exemple, on se dit, on a un Zoom et on allume son ordinateur et vous me dites très gentiment, alors notre Zoom va durer pendant 1 heure et voilà, et on a 1 heure de discussion et après, je peux décliquer le Zoom et après, je peux aller faire quelque chose. L'écriture, c'est pas ça, c'est pas 1 heure pile, il faut vraiment un temps long. Et ce temps long, il est très difficile à trouver quand quand on a un autre travail qui est celui d'être une femme au foyer avec 3 enfants, dont un qui est extrêmement handicapé, ce qui est mon cas. Voilà. Et donc, c'est ça mon problème, en fait. C'est que j'ai pas beaucoup Alors, j'attends que les enfants soient à l'école pour écrire et j'essaie de m'organiser et tout ça. Mais de toute façon, il faut comprendre quand même que moi, ça fait 20 ans que j'écris et c'est mon 9e livre. Mais en 20 ans, je n'ai jamais gagné ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où vous ne gagnez pas votre vie, en écrivant, euh, soit vous avez un autre travail à côté, donc vous êtes prof, vous êtes traducteur, vous êtes journaliste, enfin, ou complètement autre chose, d'ailleurs vous êtes pharmacien, enfin, j'en sais rien, voilà. Euh, soit vous avez une organisation avec votre mari qui dit, bon bah écoute, t'es à la maison, tu t'occupes des enfants, et machin, etc. Et donc, tu es une femme au foyer, qui est vraiment un travail. Enfin, ça prend beaucoup de temps d'être une femme au foyer, mais tu pourras écrire à côté. Voilà. Et c'est ce que moi je fais. Et donc, euh, donc, je sais pas. Je sais pas trop comment je vais réussir à écrire le prochain. Mais en tous les cas, la promo, ça, c'est pas un problème. La promo, c'est trop, trop, trop chouette. Et en plus, mon éditrice a appelé mon mari pour le prévenir que ce qui était en train de m'arriver était juste exceptionnel et qu'il fallait qu'il s'occupe des enfants pendant toutes mes rencontres et tous mes allers-retours. Donc là, lui, il n'en peut plus. Mais c'est pas grave. C'est pas un grand moment dans une vie. Il faut vraiment que j'en profite. Voilà. Exactement, il faut que vous en profitiez à Ouais. fond. Et c'est Voilà. vraiment mérité. La dernière question, vraiment, ça va être celle de JF. Je te laisse la parole. Bonsoir. Bah, c'est super parce qu'elle a pratiquement déjà tout répondu, Camille. Et juste une dernière question. Euh, L'envie d'écrire des nouvelles, parce Ah oui. que vous faites tellement de recherches, tellement de choses. Bon, je suis nouvelliste de mon côté, donc et je vous ai vu au Forum de Saint-Louis. Donc voilà. Donc l'envie d'écrire des nouvelles, puisque ça c'est mon Ouais. monde, donc j'aimerais un peu savoir. Oui, je trouve que les nouvelles, c'est un genre magnifique. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas plus exploité par les éditeurs qui, en plus de ça, je pense, dans notre société actuelle où les gens ont des temps de lecture assez courts et des temps d'attention assez courts, je pense que la nouvelle a toute sa place, mais vraiment que c'est... et je suis sûre d'ailleurs enfin, les éditeurs disent, parce que moi j'ai pas mal d'étudiants qui sont justement des novellistes. Et c'est un genre tellement ciselé, c'est tellement beau une belle nouvelle, c'est splendide. Et donc, je les encourage en disant oui, oui. Et ils me disent oui, mais le problème, c'est que quand on va voir des éditeurs, ils nous disent bah non, on ne fait pas les nouvelles, c'est pas vendeur à ça. Et je pense pas que ce soit judicieux de leur part. Mais peut-être que la tendance va s'inverser. Est-ce que vous connaissez Short Edition? Ça vous dit quelque chose? Oui, alors j'ai la Ouais. chance d'avoir un vrai éditeur en Ah, Alsace. d'accord. J'ai sorti 4 recueils, j'ai gagné des concours et je fais un peu ma Camille de Peretti puisque j'interviens dans des collèges et des lycées. Ah, Voilà. Et c'est j'ai un vrai travail à côté aussi. Voilà. Euh, super. Non, mais voilà. voilà, Mais mais je merci, suis merci, très pour les, merci. les nouvelles, oui, je trouve que c'est un genre magnifique. Mm. Quel est votre dernier coup de cœur, c'est ça? Demande Anaïs. Mon dernier coup de cœur, c'est Pat Conroy, Le Prince des Marais, à lire absolument. Nous sommes tous en train de le lire. Alors, Non, il est, c'est vrai? Oh il là est sur là, ma table là. quelle Voilà. merveille ce livre. C'est vraiment splendide. C'est un chef-d'œuvre de la littérature américaine. Je connaissais pas. Moi, c'est la directrice du livre de poche. J'étais dans son bureau il y a 2 mois et elle me dit, ah, mais t'as pas lu ça? Il vient de ressortir dans une nouvelle édition, machin, dans une nouvelle traduction.
lis ça, tu vas voir, c'est génial. Et je vois au dos du livre le chef-d'œuvre de Je me dis, ah bon, mais le chef-d'œuvre, mais comment ça, je suis même pas au courant. Et je suis tombée de ma chaise tellement c'était bien. C'est vraiment un très très beau livre que je vous... Alors c'est une saga, hein, pour le coup, on est vraiment dans la grande saga familiale. Mais c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est beau, c'est splendide. Ouais, vraiment. Bah, Ouais, et super. puis Fabrice nous confirme que c'est une œuvre d'art, hein. Merci Fabrice. Bravo. Nadine, je te laisse poursuivre la rencontre. Alors, on va passer à des petites questions très courtes. Alors, sans joker, des réponses rapides avec deux choix. Alors, évidemment, les peintres, bon, je ne connaissais pas ta passion pour Bronzino, mais donc tu choisirais Gustave Klimt ou Andy Warhol? Clint. Klimt. Bon, c'est vrai que l'inconnu du portrait avec Marilyn Monroe, ça passait moins quand même, hein. Alors, les faits se sont penchés sur ton berceau. Est-ce que tu choisis l'argent ou le talent? J'ai pas entendu la question parce que ça a coupé. Ah, les faits se penchent sur ton berceau. Est-ce que tu choisis l'argent ou le talent? L'argent ou le talent? Bah, avec le talent, on peut avoir de l'argent, non? Oui, c'est Enfin, le talent alors. ça, c'est une réponse de Normande, hein. Bah, avec l'argent, tu peux pas avoir de talent, hein, donc mieux vaut avoir le talent quand même, normalement. C'est sûr, c'est sûr. Alors, une soirée en tête-à-tête avec un Stephen, hein. Tu choisirais Stephen King ou Stephen Zweig? Ah, Stephen Zweig. Un un week-end prolongé, ce serait New York ou Vienne? Ah, New York. Alors, un dimanche pluvieux avec un livre, hein, ce serait pas avec Pierre Lemaitre ou avec Luca Di Fulvio? J'ai jamais lu Luca Di Fulvio. Ah ben voilà, le gang, voilà une saga, Ah, c'est le gang Le gang des rêves. le gang des des rêves rêves. qui se passent avec la radio, là. Oui, Ah oui, alors Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre. Ah, Pierre et Lemaitre. donc on a eu ton coup de cœur, donc dis-moi ce que tu lis pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, mais peut-être ce que tu lis juste en ce moment, actuellement sur ta table de nuit. Ah là là, là, je l'ai devant, j'ai ça. Ça fait un peu mal. C'est l'écriture et la différence de Jacques Derrida. Ah, Ah, voilà. Ah non, j'ai ça aussi devant moi. Ulysse ou Colomb, c'est très 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 bien ça. C'est les notes sur l'amour de la littérature et en fait c'est quelqu'un. Alors comment est-ce qu'il s'appelle l'auteur? Henri Radzimov, polonais. Ah bah oui, Radzimov, voilà. Et en fait, il explique que il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui, comme Ulysse, en fait, euh, partent euh, qui ont un but, quoi. Ils ont un but et c'est retrouver Ithaque. Et il y a ceux qui, et donc ils ont toutes des pérégrinations, mais ils savent où ils vont. Et il y a ceux qui, comme Colomb, ne savent pas où ils vont, mais ils y vont, quoi. Et c'est très très intéressant. C'est très intéressant. Et justement, il fait ces deux classifications de deux écrivains. Donc c'est vraiment un super bouquin. Voilà. Sinon, je lis aussi Le Magicien d'Oz à mes enfants. Voilà. Ça, Le bord du monde est vertical. Je vous avais tout mon bureau là. Le bord du monde est vertical. Ça, c'est encore la directrice des livres de poche qui me l'a passé. Et en me disant qu'il fallait absolument que je le lise, mais je ne l'ai pas encore lu. J'ai L'art du roman de Kundera. J'ai Le discours de Suède de Camus. Ah, et c'est là, éclectique, hein. j'ai l'histoire de France en Larousse in extenso. Alors là, je peux vous dire qu'on rigole pas du tout. Et peut-être pour vous donner un minuscule indice sur mon prochain livre, j'ai ça. Je vois pas. J'ai Les illusions perdues de Ah, Bazin. Et vous voyez, il est très, très, très annoté. Voilà. ben, merci beaucoup pour toutes ces lectures éclectiques qu'on a découvert avec toi. Et je repasse la parole à Virginie pour le mot de la fin. Eh bien, écoutez, on n'a pas un tirage au sort, hein? Oui, on va Ah faire. oui, pardon. Alors, en attendant juste le tirage au sort, il y avait vraiment une dernière minime question, Camille, c'est est-ce que le musée où se trouve c'est la question de Mathilde, où se trouve la toile, est au courant de l'existence du livre? Bien sûr, bien sûr. Non Ok. seulement je leur ai envoyé, je les ai remerciés, j'y suis surtout allée. Ils m'ont laissé plus de 2 heures dans le musée fermé avec elle.
Ils se sont merveilleusement bien occupés de moi. J'ai eu un accueil exceptionnel. Donc oui, oui, c'est mes copains. Ok. C'est mes copains. Et voilà. Et après, si le livre sort en italien, j'espère que je serai réinvitée. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va procéder donc au tirage au sort pour le livre. On a eu beaucoup de participants. Allez, C'est incroyable ce truc. voilà. Donc c'est le compte Mes pauses culturelles. On publiera sur notre compte et de façon à ce qu'elle nous donne ses coordonnées pour que la maison d'édition puisse lui adresser. Merci beaucoup d'ailleurs à Calman Lévy. Bon, bah, bravo mes pauses culturelles. Je pense qu'il est temps de nous quitter. Donc, on voulait déjà vous remercier à tous de vous être connectés aussi nombreux. Camille, tu as réussi à mettre le feu au chat de la même façon que tu as mis le feu en librairie. Donc, c'est super. Merci beaucoup. En tout cas, cet enthousiasme était particulièrement communicatif. Et voilà, je crois que tout le monde a Merci apprécié. à vous. C'était vraiment super. C'était super. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne Au revoir. soirée. Bonne soirée à Au tous, revoir. merci. Et on Merci en beaucoup.